Prenez un sac à dos et vous faites le tour de votre pays ou de votre continent pour aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de vous-même. Une fois que vous avez fait ça, vous savez ce que vous voulez faire, comprenez un peu la vie, et puis choisissez maintenant ce que vous voulez faire. La vision, c'est important. Et pour alimenter la vision, il faut pouvoir, vision au loin, mais il faut pouvoir voir. Donc, vue aussi, il faut pouvoir voir autre chose. C'est parce qu'on voit qu'on peut se projeter. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast le podcast des étudiants étrangers, le podcast qui vous accompagne, qui vous donne de l'encouragement, de la motivation pour atteindre vos objectifs et réussir vos études en France. Et aujourd'hui, nous sommes là pour notre 3e épisode quand même. Déjà, ça passe vite. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là et j'espère que vous aussi. Et nous ne sommes pas seuls parce que nous avons un on a un invité de poids lourd, un calibre. Vraiment, moi j'ai juste hâte d'écouter tout ce qu'il va nous dire parce que cet invité-là, il nous a beaucoup encouragés, Jacques Liel et moi, quand on était étudiants. Et pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir l'accueillir. Et je suis sûre que vous allez nous dire, invitez-lui encore, invitez-lui encore. Voilà. Sinon, comment vous allez? Ça va bien. Très content déjà des 2 épisodes qu'on a eus, les retours qu'on a eus. On a hâte en tout cas de développer encore tous ces sujets-là. Et comme Abiba a dit aujourd'hui, on a quelqu'un, un poids lourd. Il n'est pas en France, donc il est là spécialement pour certaines choses, mais on l'a pris pour ça. Et ça va être très très bien. Et toi, Eunice, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Okay. Je suis très heureuse qu'on reçoive un invité et j'ai hâte de découvrir ce qu'il cache, les conseils aussi qu'il peut m'apporter moi en tant qu'étudiante aujourd'hui, des petits tips que je peux savoir, découvrir et tout. Donc, j'ai hâte et j'espère que voilà. Tout le monde a hâte. En fait, tout le monde a hâte. Donc, restez connectés. Bonjour Aldo. Bonjour Abiba. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais sur notre plateau aujourd'hui? C'est quand tu es invité, mais pourquoi tu as accepté de venir Parce que je m'avais invité pour parler de mon parcours en France, de perspectives professionnelles, d'essayer de partager des conseils avec la génération d'après. Donc, je suis là pour partager. Yes. Comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour que nos éditeurs puissent te connaître, vraiment une présentation assez succincte si tu veux, mais nous on sait que tu es un poids lourd comme Jacques l'a dit. Si on le laisse se présenter vraiment, ça va prendre tout le podcast. Tellement le CV est long. Voilà, mais qu'est-ce que tu peux dire à propos de toi pour que nos invités te connaissent? Bonjour, donc moi c'est Aldo Kodo. Donc je suis consultant en affaires publiques et communication institutionnelle. J'ai fait mes études en France. Et aujourd'hui, je suis en mission au sein d'une agence gouvernementale au Bénin, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises du gouvernement de la République du Bénin. Et précédemment, j'étais en poste à l'agence de promotion des investissements et des exportations. Et bon, là, je suis à Lyon de passage parce que je dispense également des cours de communication institutionnelle, de lobbying et de stratégie d'influence aux étudiants du MBA, communication publique et influence de l'EFAP, l'école française des attachés de presse à Lyon. Donc, je suis à Lyon pour donner mes cours et donc ils m'ont demandé de faire un petit passage sur l'émission. C'est un peu lourd, vous allez. Je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais réécoutez. Vraiment réécoutez pour pouvoir écouter tout ce qu'il a dit. Comme on dit, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et c'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir ici parce que tu as été un modèle pour nous et tu continues d'être un modèle pour nous depuis le début quand on est arrivé en France. Aujourd'hui, nous, on a fini nos études, mais quand on voit ton parcours, ça nous donne juste envie de nous battre également. Donc, bienvenue à toi sur ce podcast. Et comme vous savez, on a l'habitude de faire un jeu. Donc, on va déjà vous donner le thème de ce podcast-là, de cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui, c'est comment être intentionnel et ambitieux dans ses études. C'est un thème, je pense, très intéressant. Et avant de rentrer dans le sujet, Eunice a un jeu pour nous, comme d'habitude. Alors, bienvenue dans la rubrique jeu. Et du coup, le thème de mon jeu, bizarrement, c'est intentionnel et impulsif. Ou impulsif. Ok. Voilà. Donc, alors, je vais vous poser des questions, vous proposer 2 phrases et vous allez me dire laquelle vous parle le plus. Okay. Et après, vous donnez peut-être vos expériences.
Ok. Alors, je vais proposer les 2 premières options. Donc, étudier toute la nuit avant un examen ou planifier 2 semaines à l'avance. Planifier. Oui, je planifie. Même 3 semaines à l'avance pour moi. Selon votre expérience. Ouais, je planifie toujours. Je suis quelqu'un, j'ai commencé mon mémoire 8 mois avant que je devais le rendre. Donc, je suis team planification. J'aime pas le stress de la nuit à travailler. Team planification. Perso, Non, mais elle toute la nuit. toute la nuit. éviter Pression et team tout. pression. Plus c'est la pression et plus vraiment l'envie est là. Mais la planification, oui, ça m'arrive de planifier, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille vraiment à la dernière minute. D'accord. Et Aldo, toi, dans ton expérience Planifier, mais comme on n'est jamais sûr de rien, se garder de la marge de manœuvre à la veille pour ajuster. Donc, planifier et ajuster. Voilà, donc, je vais être sur les deux. D'accord, de très bons conseils. Réunir les deux. Du coup, je continue. Dire oui à toutes les sorties pour rencontrer des gens ou rester concentré sur ses études. Ah, je serais mixte aussi. Parce que, bon, non, c'était dire oui à toutes les sorties. Donc, Oui. bon, je serais la deuxième option. Mais bon, un petit mix dans le sens où je pense que c'est quand même important de sortir avec des amis, Ouais. des connaissances pendant ses études. Mais tout en étant toujours dans la planification, dans l'organisation. C'est un petit mix des deux. On va dire. Super. Non, moi, rester à la maison. Rester à la maison. C'est même pas Team vrai. Abiba, ils sont avec tout le monde. Non, mais en fait, ça dépend. Si tu es en première année de licence, vraiment, tu as besoin de te concentrer sur tes cours. Mais si tu es en dernière année de master, peut-être qu'en sortant, tu vas rencontrer des potentielles personnes qui vont te mettre en relation avec des entreprises. Je sais pas, tout dépend, tu vois. Mais pour moi, voilà, en licence, peut-être que je resterai plus à la maison. Et en master, je sortirai plus parce que bah, là, je rentre vraiment dans le monde professionnel. Quoi, tu vois. D'accord, super. Et Aldo? Je vais aller un peu à contre-pied, sortir. Parce que bon, à la fin, on ne retient pas forcément ce qu'on a. En tout cas pour ma part, je ne retiens pas forcément tout ce que j'ai étudié. Par contre, j'ai un très bon souvenir des week-ends d'intégration, des soirées étudiantes, des relations que j'ai pu tisser avec les uns et les autres pendant ces moments-là. Parce que bon, au finish, on ne retient pas grand-chose de ce qu'on a appris. C'est vrai. Ok. C'est profond ce que vous dites. Je vous dis que c'est un poids lourd. Alors, mon avant-dernière question. Prendre un job étudiant qui paye bien ou un stage qui t'apprend plus? Jacqueline. L'argent ou la connaissance? Après, je pense que tout dépend de ta situation. Oui. Mais moi, j'aurais dit stage qui m'apprend plus. Mais tout dépend vraiment de ta situation aussi. Okay. Si c'est compliqué, tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, c'est difficile. Je pense que le job étudiant avec l'argent peut te donner un petit souffle. Donc, c'est vraiment difficile, ça dépend des situations. Mais si j'étais dans une bonne situation où financièrement je suis assez stable, j'aurais pris le stage qui m'apporte plus dans un souci de carrière. Ok. Je dirais comme Jacqueline que ça dépend vraiment des situations. Tu vois, par exemple, si tu dois payer ton loyer et un stage de 2 mois qui ne te permet pas de payer ton loyer, peut-être que je choisirais le job étudiant. Ok? Parce que là, vraiment, je suis entre la vie et la mort. Parce que si je ne paye pas mon logement, bah, on me met dehors, en fait. Tu vois. Donc, pour être honnête, voilà, il y a des situations qui font que parfois les gens vont choisir le job étudiant plutôt que le stage, tu vois. Mais c'est dur, vraiment c'est dur. J'ai hâte d'écouter ce qu'Aldo va dire. On laisse l'expert. Non, pas du tout. Moi, j'aurais plus misé sur le job étudiant. Ouais. Bon, alors, à moins que vos parents financent tout, que le cursus soit préfinancé sur les 5 prochaines années, vous n'avez pas de souci dans ce cas. Étudier, aller en stage. Mais si vous êtes comme la majorité des étudiants qui doivent jongler, financer leurs études, moi je dirais job étudiant. Job étudiant, pourquoi? Parce que déjà il y a une source de revenus qui permet de pouvoir financer sa vie étudiante. Mais quand on dit job étudiant, c'est pas forcément la rémunération qu'on a pour le job étudiant, c'est les compétences qu'on va apprendre
les compétences qu'on va acquérir, pardon, les connaissances qu'on va acquérir aussi, et puis le relationnel qu'on va pouvoir tisser, parce que qui dit job étudiant dit que ce sont aussi d'autres étudiants en face qui sont dans un job, que les managers peuvent éventuellement comment dire, vous permettre de pouvoir gravir les échelons. Tout dépend aussi du job étudiant, parce que bon, on peut facilement, à travers un job étudiant, commencer sa vie professionnelle. Donc, il ne faut pas négliger les choses en voulant mettre les choses en silo. Non, c'est un tout. Et la vie étudiante, c'est un tout. La vie étudiante, c'est un tout où il faut pouvoir financer sa vie étudiante, étudier, aller à la bibliothèque, tisser des relations. Donc, moi, je dirais, s'il y a un conseil que moi je peux donner, s'il faut privilégier, je privilégierais plus le job étudiant. Et puis, s'il faut prendre 2 ans en plus, ou je sais pas moi, s'il faut valider la licence en 4 ans au lieu de 3, c'est pas la mort. Super. C'est pas la mort. On n'est pas dans un cursus comme au lycée ou au collège où voilà, à telle période il faut avoir fini ça. Non, là c'est les études. Il y a des gens qui reprennent leurs études à 50 ans, à 40 ans et tout. On n'est plus dans une course au timing où il faut tout valider en 3 ans. Si vous étiez dans un système anglophone, vous comprendrez ce dont je parle, parce que voilà, aux États-Unis ou au Canada, les gens financent des credits, et donc ça peut prendre du temps pour financer les études. Donc on va se diriger tôt ou tard un peu dans ce système-là où on prend le temps d'apprendre, de financer, et la vie c'est un tout. Donc il ne faut pas catégoriser. D'accord. Dans cet élan, j'aimerais poser la question spécialement à notre invité, de savoir, aujourd'hui pour toi Aldo, après toutes ces années d'expérience, quel est pour toi le sens des priorités dans les études? Comment, en tant qu'étudiant aujourd'hui, moi, par exemple, je peux gérer mes études? Quel est le sens? Comment avoir des activités à faire? Très bonne question, et on y reviendra, parce que c'est vraiment le centre de notre échange tout à l'heure. Donc, merci Eunice d'anticiper. Finissons le jeu. En tout cas, c'est très intéressant. La question, elle reviendra tout à l'heure. J'aime beaucoup. C'était ça ma dernière question. C'était ça ta dernière question? Bon, ok. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, notre thème aujourd'hui, c'est comment être intentionnel et ambitieux dans ses études. Le sujet est très intéressant parce que nous sommes quand même dans un contexte national ou international qui est assez ambigu. Et d'après des recherches, beaucoup de jeunes ont moins confiance en l'avenir. Beaucoup de jeunes n'ont plus envie de faire de longues études, en fait, parce qu'ils se disent à quoi ça sert dans un monde où tout bouge, dans un monde où les portes sont fermées pour nous. Mais aujourd'hui, on veut s'arrêter et se dire, en fait, les études, en fait, ont une valeur. Faire des études aujourd'hui, c'est important. Au-delà de simplement aller à la fac, c'est que demain, il y a aussi des problèmes que vous allez résoudre dans la société. Donc aujourd'hui, notre invité va nous aider à vraiment trouver cette motivation-là. Moi, j'ai une question, Aldo. Quand on parle d'ambition, quand on parle d'intentionnalité dans les études, à quoi est-ce que ça te fait penser? Déjà, intentionnalité dans les études, il y a des gens qui font des études alors qu'ils n'avaient aucunement l'intention de faire des études. Généralement parce que papa, maman sont médecins et ils les orientent en fac de médecine, alors que ce n'était pas du tout leur intention. Donc quand on commence des études, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut à la fin. De la même manière que quand on veut aller quelque part où on ne connaît pas le chemin, on tape d'abord l'adresse sur le GPS, et le GPS va indiquer le chemin à suivre avec éventuellement une marge d'ajustement ou d'erreur. De la même manière, on ne commence pas les études parce que le pote à côté fait les mêmes études, le pote du lycée fait les mêmes études, ou parce que c'est le truc qui marche en ce moment, donc je vais m'inscrire dedans, ou parce que papa et maman ont dit que c'était la voie de l'avenir, donc il fallait... Non, il faut pouvoir se projeter soi-même à une échelle de 5, 10, 15, 20 ans. Et se dire, voilà, comment je me vois là-bas et comment est-ce que je fais pour y arriver. Dans nos systèmes éducatifs, malheureusement, il y a une précocité de la spécialisation qui, moi, à mon sens, n'est pas forcément pertinente, parce qu'on demande aux enfants très tôt, de se spécialiser tôt alors qu'ils n'ont rien vu de la vie.
Oui. Ils n'ont rien compris de la vie, ils savent à peine lire, écrire, compter. Et puis on leur demande tout de suite de choisir un cursus pour faire un métier. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes de leur vie. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir, se poser d'abord, savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je me vois, quelles sont mes aptitudes, quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'apprécie faire, qu'est-ce qui me permet de pouvoir me sentir bien. Peut-être que celui qui a eu, je sais pas moi, 18 en maths, physique, chimie, pendant tout son cursus, peut-être qu'il aime juste prendre des photos. Et ça, il faut pouvoir être suffisamment conscient de se dire, je vais me lancer dans cette voie, je vais finir pour le plaisir, pour faire plaisir à quelqu'un, à la personne qui finance, et à la fin, je vais me retrouver frustré. C'est pas le but. Intentionnel dans ces études, c'est de savoir où est-ce que je vais. Et à partir de là où je vais, je détermine le chemin. À partir de ma destination, je détermine le chemin que je prends pour y aller. Et puis, dans mon cursus, j'ai eu à faire des jobs étudiants. J'ai travaillé notamment au service d'orientation de l'université Lyon 3. Okay. Et ce que je disais souvent aux jeunes étudiants, bacheliers qui venaient avoir des renseignements sur la fac, je leur disais que les diplômes, c'est comme un bagage. Okay. Quand vous voulez déménager, vous cherchez le quartier où vous voulez habiter, proche de votre lieu de travail, proche de vos parents, ou loin de vos parents, tout ça. Vous cherchez d'abord le quartier. Ouais. Ensuite, vous cherchez l'appartement qui vous convient, si vous voulez 2 chambres, 1 chambre, 3 chambres ou juste un studio. C'est en fonction de ça que vous prenez votre bagage et que vous faites vos bagages en fonction de là où vous voulez aller pour vous installer. Si vous savez que vous prenez un studio, vous ne ramassez pas le studio américain pour aller vous installer là-bas. Donc, c'est parce que je sais où je vais que je sais ce que je prends avec moi. Donc, c'est parce que je sais où je vais que je vais prendre la formation, et pas forcément le diplôme, mais acquérir les connaissances, les compétences et le parchemin qui va avec, qui atteste ces connaissances et ces compétences pour aller là où j'ai l'intention d'aller. Si j'ai envie d'être d'être horloger, et que j'aime les montres et tout, quand je fais un parcours d'horlogerie, personne ne m'en voudra de ne pas avoir un master. Parce qu'à la fin, sur les tombes, on n'écrit pas master 2 ou XY. On dit juste la date de naissance et la date de départ. C'est très intéressant ce que tu dis, mais peut-être que vous aurez peut-être le même sentiment que moi ou pas. Il y a certains jeunes qui n'ont pas parfois le choix, parce que papa, maman t'imposent de faire ça. Et surtout pour les étudiants étrangers, la plupart, moi par exemple pour mon cas, quand je suis arrivée en France, moi voilà, les parents n'étaient pas en mode il faut absolument que tu fasses ça. Mais je pense que moi-même j'ai eu peur en fait de me détacher un peu de ce que j'avais prévu. Pourtant le cursus que j'ai eu me plaisait, mais j'ai eu un moment où je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais je ne suis pas allée au bout en fait. Et donc parfois en fait il y a le choix des parents qui s'impose à toi. Et il y a aussi le manque de clarté que toi-même tu as. Comment est-ce que en fait, on fait pour surmonter ça? Aujourd'hui, il y a un truc très génial qui a été inventé depuis un peu plus de 30 ans qui s'appelle Internet. Google, aujourd'hui il y a une ChatGPT. Donc, pour aller vraiment à la pêche aux infos. Bon, c'est vrai que le podcast s'adresse spécifiquement aux étudiants internationaux, parce que j'aime pas trop le mot étranger. Les étudiants internationaux, oui, il y a cette contrainte de se dire, alors, les demandes de visa, les cursus à distance, quel est le meilleur cursus à prendre pour pouvoir avoir son visa, son titre de séjour étudiant. Oui, il y a toutes ces contraintes qui viennent, mais à la fin, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que j'ai eu, par expérience, pas mal d'amis, j'ai de potes qui ont fait de super études. J'ai une amie à qui je pense en particulier, qui est docteur en droit, qui a fait son doctorat en droit, qui à un moment, parce que c'était plus par reconnaissance à un de ses parents qui avait été une grande professionnelle du droit, qui a été docteur en droit, qui à un moment, ça l'a fatigué et a lancé sa pâtisserie.
Incroyable. Ok. Elle a lancé sa pâtisserie et elle fait des super gâteaux. C'est l'une des meilleures que je connaisse. Elle fait des super gâteaux et elle a pas hésité à se faire former pour avoir un CAP pâtissier en France. Hein. Le docteur à CAP. Donc voilà, docteur en droit, mais qui fait un CAP parce que c'était sa passion dès le début. Donc elle a fini ses études un peu par redevabilité parentale. Et puis après, elle a commencé sa vraie passion. Donc est-ce qu'il faut, dans le monde actuel, prendre ce temps parce qu'il faut faire plaisir ou parce qu'on attaque tout de suite ce qu'on aime. Bon, moi, ma pote, par exemple, voilà, elle est super contente d'avoir étudié le droit, d'avoir eu un doctorat en droit et tout, mais voilà, elle n'a jamais quasiment exercé dans le droit, puisque tout de suite, elle a lancé son entreprise pour réussir dans la pâtisserie. Donc, posons-nous toujours les bonnes questions. Est-ce que je vais à la fin? Est-ce que ça vaut le coup de faire beaucoup de détours pour pouvoir arriver à ma destination? Maintenant, si vous avez le temps de faire des détours, on ne meurt jamais d'avoir trop de connaissances. Donc voilà. Mais à un moment ou à un autre, il faut se poser la question pragmatique de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je ne suis pas contre les longues études, moi-même j'en ai fait pas mal. Je ne suis pas contre les longues études, mais allons d'abord là où on veut aller. Ensuite, on peut revenir et pouvoir acquérir. Aujourd'hui, il y a plein de diplômes d'exécutifs MBA, des diplômes réservés aux professionnels, qui permettent de pouvoir rattraper un peu cette théorie qu'on n'a pas pu avoir. Moi-même, je suis passé par là. Après mes études à la fac, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines billes, notamment de la finance. Je me suis payé un certificat, je suis allé au Canada pour avoir cette première marque. Aujourd'hui, le monde est tellement ouvert qu'on peut acheter toute la connaissance qu'on veut. On peut l'acquérir comme on veut. Donc, allons d'abord au bout de ce que nous voulons faire, de notre intention de départ. Et ensuite, le reste, ça vient au bout du chemin. Et tous les footballeurs, aujourd'hui, les grands sportifs que je vois passer des diplômes, ils sont là aussi pour prouver ça. Je prends l'exemple de Teddy Riner, qui a très bien réussi dans le judo, qui aujourd'hui, après tout ce cursus, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fini ou s'il est toujours inscrit à Sciences Po Paris, où il fait un exécutif MBA. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, qui passent des diplômes après avoir... Asalfo, le musicien de Magic System, le leader de Magic System, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, après une très belle carrière musicale, a eu un exécutif MBA de HEC Paris et tout. Donc, on ne vous en voudra pas d'acquérir des connaissances après, mais vraiment pas. Le monde aujourd'hui est suffisamment ouvert et on accepte beaucoup plus facilement l'erreur. Le problème de nos systèmes francophones, c'est que l'erreur est souvent mal vue. Ah, il a fait une erreur, il est tout bon à rien. Non, l'erreur, ça fait partie du parcours. L'erreur fait partie du parcours et il vaut mieux faire des erreurs parce que les erreurs permettent d'apprendre. Le plus important, c'est le parcours par lequel on passe pour la destination qu'on a déjà visualisée. Et pas se dire, bon, je vais faire le parcours, je ne sais pas forcément où je vais, et puis à la fin, j'ai fait un parcours, un brillant parcours, mais je suis toujours arrivé nulle part. Et il y en a beaucoup dans les labos de recherche qui ont des super doctorats, mais qui, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ils ne savent pas s'ils veulent enseigner, ils ne savent pas s'ils veulent aller en entreprise, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Pourtant, ils ont eu des parcours brillants, mais pas de destination. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Aldo, et ça me fait un peu écho à toutes les personnes un peu qui nous écoutent aujourd'hui. Souvent, on a l'impression qu'on doit avoir un parcours linéaire, que tout doit être linéaire, on doit commencer par ça, puis ça, puis ça. Et si on dévie un peu, on a l'impression que c'est fini ou bien que c'est trop tard. Et de ce qu'Aldo dit, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pertinent, c'est qu'en fait, votre parcours, c'est votre parcours. Il n'y a pas un parcours linéaire. N'ayez pas peur de rester, de tester des choses, d'aller vraiment au bout de ce que vous voulez faire. Parce que souvent, on se dit, c'est trop tard, j'ai commencé 2 années en droit, je réalise que je veux faire photographie, mais c'est trop tard. Je me dis, je suis là, je ne peux plus rien faire. Et là, ce que tu dis, c'est pertinent parce qu'au final, on se rend compte que, en fait, c'est jamais trop tard. Au final, je peux effectivement continuer jusqu'au mon master. À côté, je peux prendre des cours. Ou est-ce que je peux même avoir ma licence et ensuite prendre des cours de photographie? Bref, en fait, c'est votre parcours. Allez-y, créez votre parcours, créez votre personnalité, créez votre CV, en fait. Merci. En tout cas, très enrichissant tes réponses, Aldo, et puis Jacqueline, ton intervention aussi. Eunice, je ne sais pas si tu as une question à poser à notre invité. Moi, en vrai, c'est vraiment le fait de pouvoir oser
faire se dire que oui. Continue. Alors moi c'est vraiment le fait de pouvoir oser se dire que ben oui, je fais des études en droit, mais je sais que je ne vais pas terminer en tant que grand magistrat ou grand juge, mais que je peux faire un CAP pâtisserie après. Donc, et comment oser? Oui, c'est vraiment le fait de comment sortir de là, parce qu'après, en vrai, il y a vraiment les préjugés, il y a ce que tout le monde va dire, les parents, la famille et tout, parce que tu es venu en France pour ça, donc tu dois rester focus sur ça. Mais moi, c'est vraiment le fait de oser. Comment faire pour oser dépasser ça. Dépasser les préjugés, c'est ça? Ce que moi j'ai envie de dire, c'est, je ne sais pas si vous avez observé, le monde aujourd'hui a un tournant décisif. Tournant décisif, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Aujourd'hui, je suis souvent en France et je vois que les métiers qui n'avaient pas la cote, plombier, grutier, restaurateur, serrurier, quand je vois les salaires qui sont dedans, je me dis franchement, c'est des métiers que beaucoup de gens méprisaient, alors que c'est des métiers dont on a besoin tous les jours. On en aura besoin toujours. Et ces métiers, malheureusement, on les a tellement dévalorisés dans nos systèmes, alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Je prends des pays comme la Suisse, où la formation technique, la formation professionnelle est très valorisée. On peut commencer avec un BTS en Suisse et finir à la tête d'une grosse entreprise parce qu'on va privilégier la destination et adapter le parcours en fonction de ça. Par rapport à d'autres systèmes où on va privilégier le parcours bien brillant. Et même par rapport, je comprends ta préoccupation par rapport aux parents, il faut pouvoir être capable, avec beaucoup de diplomatie bien sûr, de pouvoir leur expliquer que le monde dans lequel ils ont vécu n'est plus le monde dans lequel nous on va vivre. Parce que bon, nous on est d'une génération qui a vécu en grande partie sans Internet, qui apprend à vivre avec Internet. La génération d'après, elle est née quasiment avec le smartphone dans les bras. Donc on est dans un bouleversement, dans une grosse mutation sociale et sociétale qui fait que les préjugés d'hier n'ont plus cours aujourd'hui. Donc, si la personne se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle voulait à la base, il faut pouvoir expliquer en disant ok, il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui n'arrivent pas à boucler leur fin du mois. Il y a beaucoup d'avocats au SMIC. Il n'y a pas que des ténors du barreau qui ont des salaires à 5 chiffres hebdomadaires ou mensuels. Non, il y a beaucoup d'avocats qui galèrent. Les études de droit sont longues, très longues. Il y a un taux d'échec en première année et en deuxième année. C'est énorme. Énorme. Donc il faut pouvoir avoir le mindset de se dire comment est-ce que je me réoriente et comment est-ce que je trouve ma place dans ce monde qui est en train de se mettre en place. Et pour ça, ne pas hésiter à acquérir des compétences que l'IA, la machine, ne pourra pas acquérir. Je vois mal une IA commencer à faire des serrures, on réparer des robinets. Parce que même si l'IA dit le robinet, il faut qu'elle visse et tout ça, il faut bien que quelqu'un visse et c'est pas un robot qui va le faire. Donc, non, il y a des métiers qui vont disparaître. Merci pour tes réponses, Aldo, et on comprend vraiment que être intentionnel, c'est savoir déjà ce qu'on veut et savoir où est-ce qu'on va. Parce que beaucoup de jeunes font des études parce que soit leurs parents leur ont dit de faire ça, soit ils ont choisi par rapport à leurs amis. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir simplement des diplômes, c'est de savoir vraiment où est-ce que vous allez. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en Master 1, c'est le moment de vous poser et de vous dire est-ce que je veux vraiment faire ce Master 2 Ok, prenez le temps vraiment de vous poser les bonnes questions parce que vous aurez un diplôme demain, mais si ça ne vous sert à rien, vous aurez juste perdu votre temps. Mais on peut toujours acheter le temps. Là, on va passer maintenant à la question sur l'ambition. Comment être ambitieux dans ses études? Parce que apparemment, les jeunes manquent d'ambition aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est aussi ton ressenti, vu que tu donnes des cours à l'école? Est-ce que tu as ce ressentiment-là que des jeunes manquent d'ambition? Est-ce qu'on n'a plus des jeunes qui veulent devenir des présidents? Bon, je sais qu'on a taillé bien le droit ici, mais est-ce que l'ambition, c'est quoi? Et comment est-ce que ces jeunes qui viennent d'ailleurs pour faire leurs études en France peuvent maintenir cette ambition-là? Alors, est-ce que les jeunes manquent d'ambition? Non, pas du tout.
C'est rassurant. Parce que, non, alors, c'est vrai que ceux qui disent, écrivent que les jeunes manquent d'ambition, généralement, c'est des moins jeunes qui le disent. Et ces moins jeunes comparent les ambitions de la jeunesse d'aujourd'hui aux ambitions qu'eux, ils avaient hier. Ce pas les mêmes paradigmes. La jeunesse d'aujourd'hui n'a plus forcément envie de cravacher pendant 12 heures assis derrière l'ordinateur dans un bureau. Ce n'est pas mon ambition, c'est peut-être un changement de perception. De toute façon, le Covid en 2020 nous a tous montré que métro, boulot, dodo, ok, on gagne très bien sa vie, mais à la fin, le plus important, la famille, les amis, la qualité de vie, n'y était pas. Donc, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui manquent d'ambition? Non. Les jeunes d'aujourd'hui ont compris que le monde est en train de changer, ils sont en train de réajuster leurs priorités. Maintenant, l'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est pas forcément devenir le PDG de LVMH ou devenir le super trader de la bourse de Paris ou de Wall Street. Non, l'ambition, pour moi, c'est déjà qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux pouvoir offrir à la famille que je vais créer, si je veux en créer une, et comment est-ce que j'y arrive. Pour moi, c'est la plus saine des ambitions. Plutôt que d'avoir une fiche de paie à 6 chiffres et tout. Donc pour moi, on va dire, c'est un moyen d'arriver à ses ambitions. Mais l'ambition doit être, je veux vivre comment est-ce que je me sentirai épanoui. Je lis souvent sur Instagram que ma génération, c'est une des générations où, bon, ça rigole souvent sur Instagram, c'est le billet d'avion. Je dis souvent, j'ai acheté mon 3e ou 4e billet d'avion de l'année. Et mes parents se plaignent toujours que je n'ai pas signé chez le notaire. C'est des exemples que je lis souvent sur Instagram pour la génération Y et la génération Z. Oui, à une époque, l'ambition, c'était faire le crédit, acheter la super maison, vivre en campagne, ou avoir la maison de campagne, avoir le super salaire, le parcours de lumière au sein de la même boîte. C'était l'ambition jusqu'à une certaine date. Aujourd'hui, l'ambition, il faut pouvoir être à l'aise avec et pouvoir aussi accepter que l'ambition de certains, c'est peut-être de faire l'école à leurs enfants à la maison. L'ambition de certains, c'est peut-être de passer du temps en famille, de télétravailler, peut-être 2 ou 3 jours par semaine, et de s'occuper de leur famille, d'élever leurs poules à la maison, avoir leurs propres œufs à la maison. Si je donne ces exemples parce que c'est des amis. J'ai des amis qui, après de très brillants parcours à Paris, Londres, New York, ont tout plaqué, ont acheté des petites... des petites fermes, des petites maisons, que ce soit en France ou au Bénin que je connais. Je ne veux pas dire Afrique, mais on va arrêter au Bénin ou Afrique de l'Ouest, voilà, où certains, après les brillants de carrière, ont décidé de se lancer dans l'agriculture, ou dans l'élevage, ou dans la pisciculture. Pour beaucoup, ils n'ont pas d'ambition, ils ont fait tout ça pour finir là. Non, de toute façon, le paysan, c'est lui qui nourrit tout le monde. Donc, s'il y a peut-être quelqu'un de bien ambitieux sur Terre, c'est peut-être la personne qui est en train de préparer à manger, parce que l'IA ne remplacera pas le producteur de pastèques ou de volaille. Donc, l'ambition, pour résumer, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. En fonction de ce que je veux faire de ma vie, je me donne les moyens d'arriver. Si ce que je veux faire de ma vie nécessite que je gagne des milliers, voire des millions d'euros par mois ou par an, je me donne le moyen d'y arriver. Mais si mon ambition est tout autre, il faut l'accepter. Si j'ai comme ambition de faire le tour du monde, oui, je fais le parcours nécessaire pour avoir suffisamment de ressources pour pouvoir aller payer ces billets d'avion qui me permettent de faire le tour du monde. Il faut pouvoir être à l'aise aujourd'hui avec le fait que l'ambition que nos parents, ce que nos parents appelaient l'ambition hier, n'est plus la même aujourd'hui. Il faut pouvoir être à l'aise et être véridique avec ça. Mais c'est très pertinent ce que tu dis, Aldo, et en t'écoutant, en fait, il y a un mot qui me revient beaucoup, c'est la vision de vie que tu martèles un peu. Et tout à l'heure, tu as parlé des systèmes dans lesquels on était, où finalement, on ne laisse pas assez de temps aux jeunes pour se poser sur ça. Selon toi, à quel moment il faudrait se poser ce genre de questions? Est-ce que quelqu'un qui a 17 ans en terminale doit déjà se poser cette question-là? Ou est-ce que c'est dès que tu es dans les études que tu commences à te poser ce genre de questions? Alors, moi, j'ai jamais été fan du fait de finir le bac et de commencer tout de suite l'université. Ok. Moi, si j'avais une baguette magique,
après le bac, je dirais à tous les bacheliers, vous prenez 1 an ou 2, Ouais. vous prenez un sac à dos et vous faites le tour de votre pays, ou du monde, ou de votre continent, pour aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de vous-même. C'est intéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous savez ce que vous voulez faire, vous comprenez un peu la vie, et puis vous choisissez maintenant ce que vous voulez faire. La vision, c'est important. Et pour alimenter la vision, il faut pouvoir, vision au loin, mais il faut pouvoir voir. Donc, vue aussi, il faut pouvoir voir autre chose. C'est parce qu'on voit qu'on peut se projeter. Je ne peux pas me dire, j'ai envie d'ouvrir un restaurant gastronomique étoilé Michelin, si j'ai jamais mangé dans un Michelin. C'est vrai. Donc il faut pouvoir aller faire ces choses. Les sociétés primitives, et moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle les sociétés primitives, où il y avait ce qu'on appelait les parcours d'initiation. Dans certaines tribus, il fallait tuer un lion, où il fallait, je ne sais pas moi, attraper une vache à main nue, ou passer 3 jours. Ces rites d'initiation étaient des marqueurs un peu de passage à l'âge adulte. Malheureusement, on n'a plus ça, on a un peu tout académisé, donc un peu le marqueur de passage à l'âge adulte, c'est le bac, et ensuite on vous jette. Non, il faut pouvoir aller à la rencontre de soi-même. Moi, pour ma part, j'ai fait un peu ce rite d'initiation à l'âge de... Après mes 30 ans quand même, où j'ai pris mon sac à dos, je me suis dit, tiens, j'ai envie de découvrir autre chose. Je me suis pris un billet, je suis barré au Canada, au Québec, parce que si les Québécois entendent le Canada, je me suis barré au Québec, voilà, au Québec, pour faire un parcours de formation et tout, mais parallèlement à ce parcours, j'ai pris mon sac, je me suis rappelé, je suis rentré dans un bus, j'ai parcouru quelques parties du Québec, et je me rappelle, j'étais dans les bus qu'on voit dans les films américains, là, sur des autoroutes, et là, le bus, j'étais seul dans le bus, et le bus était seul sur la route. On a roulé quasiment 1 heure à 1 heure et demie. Incroyable. Il n'y avait personne, et c'était tard le soir. Et là, la question que je me pose, c'est s'il m'arrive quelque chose là tout de suite. La question n'était pas s'il m'arrive quelque chose, comment je m'en sors, c'était comment est-ce que les amis de ma famille seront au courant. Ouais, j'avoue. Parce que je suis seul dans un bus, tard le soir, en Amérique du Nord, donc décalage horaire. S'il m'arrive un truc là, comment est-ce qu'on est au courant qu'il va arriver un truc et le temps que moi, tout le monde m'appelle, où est-ce qu'il est, personne n'a de nouvelles. Donc le temps qu'on trouve et ensuite que ça fasse le tour. Et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, peut-être le plus important, c'est peut-être ces gens à qui je pense là tout de suite, comment est-ce qu'ils sauront qu'il va arriver quelque chose. C'est peut-être ces gens-là qui sont les plus importants pour moi. Et c'est à partir de là que le parcours s'est fini, à des stations d'essence, vraiment perdu au milieu de nulle. Mais vraiment, les films américains, c'est ce qu'ils montrent, là, c'est la réalité. Les restaurants au bord de la route et tout. Et quand je suis revenu le soir en ville à Montréal, j'étais bien content de retrouver de la civilisation. Donc, voilà, j'étais content de retrouver de la civilisation. Et là, cette expérience avec moi-même, je me suis dit, mais tiens, c'est quoi tes plus grandes peurs? C'est quoi ta vulnérabilité, tes vulnérabilités? En fait, avoir été face au fait que, en fait, il n'y a aucun de mes repères sur ces routes-là. Je ne peux pas appeler, comme en France, j'appelle le SAMU, le pompier qui débarque 15 minutes après, ou appeler tel ami qui a... En fait, là, je suis seul, vulnérable. Comment je fais? C'est à partir de là que la question a fait son petit bout de chemin et que j'ai compris que voilà ce que j'ai pu faire de ma vie. Heureusement que moi je savais très tout ce que je voulais faire de ma vie et que j'ai pu continuer mon parcours. Et là, vraiment, ça a débloqué un peu dans ma tête. Donc, pour répondre à la question d'Abiba ou de Jacqueline, je ne sais pas qui a posé la question, à un moment, c'est savoir être seul face à soi-même. Pour être seul face à soi-même, c'est pouvoir sortir un peu de sa zone de confort, d'aller se confronter à la réalité du monde. Je dis souvent au Bénin que si j'avais la possibilité, j'aimerais que tous les Béninois, donc tous les Africains, puissent avoir l'occasion de sortir de leur continent et d'aller voir l'Asie, l'Amérique du Nord,
Amérique latine, l'Océanie, pour voir d'autres modes de vie. Moi, j'ai été choqué il y a 2 ans quand je suis allé en Chine. J'ai pris une claque. Pour moi, c'est quand on avance. C'était une claque pour moi. Mais moi, j'étais dans un petit confort occidental, ou franco-occidental, ou afro-occidental. Où, bon, pour moi, les repères étaient ça, c'est ça. J'ai vu un monde où ils sont ailleurs. Il ne faut pas hésiter à faire cette expérience-là, mettre de l'argent de côté, se dire, bon, je fais cette expérience. Et une fois que je reviens enrichi de ça, là, je me pose la question, j'ai vu autre chose. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me correspond? Oui, je continue. Non, là, je change. Et juste pour finir sur ce point-là, ça m'a fait écho. Je pense que mes 2 meilleurs souvenirs dans ma vie étudiante, c'est quand j'ai fini mes études. Parce que j'ai jamais voyagé pendant mes études, c'était à fond sur mes études, stage. Et donc à la fin, je finis mes études, mon mémoire et tout, j'ai quelques mois, et je me dis je veux voyager. Et là, je suis allé en Côte d'Ivoire et ensuite au Bénin. Et quand je pense à mes études, ce sont mes 2 plus beaux souvenirs parce que quand je suis allé là-bas, j'ai découvert des choses sur moi en voyant d'autres personnes, un autre environnement, et ça crée vraiment un déclic dans mon parcours en tant que salarié aujourd'hui. Donc c'est de faire écho à ce qu'Aldo disait, franchement, mettez de côté ce que vous pouvez, voyager, sortez, allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Ne restez pas dans ce que vous connaissez. Et je pense que ça va vraiment vous aider à mieux vous connaître. Et surtout en tant qu'étudiant international, quand on vient, bon, je reste dans ma ville d'études, et puis bon, je vais au pays. Oui, et pays, et ma ville d'études, non, vous êtes dans un espace Schengen. Profitez-en. Surtout si vous êtes à Lyon, vous êtes au milieu de l'Europe. Allez à Genève, allez à Barcelone, allez à Milan, découvrez autre chose avec des billets pas chers. Il y a EasyJet, il y a même les bus, avec Dakar, on peut vraiment voyager moins cher. Restez pas ville d'études au pays. Ville d'études au pays. Allez, voyager. Merci, vraiment. Là, je sais pas, j'ai envie de redevenir étudiante. étudiante. On échange de place. Oui, s'il te plaît, donne-moi ta place. Non, désolé, je vais voyager. Je vais découvrir le monde. Merci Aldo, vraiment, en t'écoutant parler, je me dis, waouh, c'est ce dont les jeunes ont besoin en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une atmosphère là, tu vois, il y a beaucoup de jeunes, j'ai pas d'alternance, ma vie est fichue. Vraiment, j'ai pas trouvé d'alternance, c'est fini pour moi. Et c'est vraiment ce que beaucoup d'étudiants vivent aujourd'hui, et surtout les étudiants internationaux, parce qu'on a quand même une autre contrainte qui est la préfecture. Donc, beaucoup de jeunes, en fait, ont l'impression que leur vie est limitée, en fait. Alors que non, pas forcément. Peut-être que tu vas rater une année, mais c'est une année où tu vas voyager, une année où tu vas découvrir autre chose. Et là, en revenant, tu vas te dire, bah, en fait, je sais pourquoi j'ai choisi ce chemin, ou pourquoi est-ce que je vais changer, en fait, pour aller sur un autre chemin. Donc, merci Aldo. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai envie de continuer, parce qu'il y a tellement de choses encore. On l'aura encore pour un deuxième épisode. Oui, on a un autre épisode avec lui. Et Aldo, est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin de cet épisode, sachez où vous voulez aller. Le président de la République du Bénin dit souvent que ce que le Bénin devient aujourd'hui, c'est 3 facteurs: la vision, la méthode et la rigueur. Et en l'écoutant, quelqu'un qui a très bien réussi dans les affaires avant de devenir président de la République, pour moi c'est une masterclass pour toute la jeunesse africaine, sans aucun parti pris. Ayez la vision, ayez la méthode pour y arriver, et ayez la rigueur pour suivre cette méthode. On ne peut pas dire mieux. Excellent. C'est excellent. Et puis peut-être une petite pub pour les personnes qui n'ont pas regardé le documentaire de Sally sur le Bénin, parce qu'elle a fait un incroyable documentaire sur le Bénin, et ça donne envie d'aller au Bénin en fait, parce que c'est vrai que quand on regarde le Bénin, on se dit il y a du travail. Il y a du travail. Ça travaille. Donc voilà, l'invitation est lancée. Peut-être que tu cherchais une destination. Un monde de splendeur, c'est au Bénin que ça se passe. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? À la semaine prochaine, likez, partagez, commentez. Et puis abonnez-vous aussi. Oui. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un très bon épisode également. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Portez-vous bien.